spectacle, prof de marketing à l'université, et donc c'est pour ça que je voulais te rencontrer, puisque les étudiants sont très fans de toi, et moi aussi je t'apprécie. C'est super. Voilà. Merci beaucoup. C'est le prof qui veut se faire mousser auprès de ses étudiants. Exactement. Mais il a dit avec classe. Il a dit avec classe. Il a dit, ouais, j'étais médiateur, t'apprécies moi aussi. Merci d'être là. Question, Martial, vous commencez, première question. Allez, alors, donc bon, tu as un public qui est plutôt assez jeune, et je voulais te demander, je voulais savoir si tu n'avais pas l'impression justement que ton public évoluait par rapport au fait que tu fasses Soda ou dans certains publics, des spectacles, mais aussi tes passages télé, dans Vendredi tout est permis, etc. Donc comment tu vois ton public évoluer, et puis toi, comment tu te projettes dans ta carrière avec cette évolution de ton public? Putain, on attaque dès le matin. Alors, moi je vais te dire une chose que je crois profondément. Je pense que dans la vie, quand tu fais un métier artistique, que tu sois peintre, chanteur ou acteur, peu importe, il ne faut pas viser un public. Si tu commences à dire moi je veux plaire que à eux, à un moment donné, non seulement je pense que tu ne leur plairas pas à eux particulièrement, mais en plus tu ne plairas à personne parce que je pense que quand tu fais ce que tu aimes, quand tu fais un métier artistique, il faut le faire d'abord pour toi, d'abord en te disant moi j'ai envie que ça me plaise à moi, j'ai envie de faire ce que j'aime, j'ai envie de m'épanouir dans ce que je fais, et si c'est le cas, ben, espérons que ça plaise au plus grand nombre. Moi j'ai toujours travaillé comme ça depuis le premier spectacle. Il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est le mec qui écrit que pour les ados. Moi j'ai jamais écrit que pour les ados, j'ai beaucoup écrit Soda, j'ai beaucoup écrit mes spectacles, j'ai jamais écrit que pour les ados. J'écris pour tout le monde et ça a beaucoup touché les ados et tant mieux. Pour mon nouveau spectacle, j'ai écrit pareil, j'ai écrit avec le cœur. Quand je bosse sur des projets en ce moment pour le futur aussi, j'écris avec le cœur sans jamais viser de public. Alors oui, le public évolue en ce moment et c'est agréable de le voir. Mais je trouve que c'est la suite logique, mais sache qu'à aucun moment dans le travail, ni moi, ni ceux avec qui je travaille, on l'a cherché. On ne s'est jamais dit, contrairement à ce que beaucoup pensent, ah putain, il faut qu'on élargisse, il faut qu'on arrive à amener plus d'adultes. Moi, j'ai pas besoin de plus d'adultes, mes salles, elles sont remplies de gamins, et c'est les gamins qui mettent le plus d'ambiance, donc j'ai pas besoin des adultes, en vrai. Sauf que les adultes, au final, ils viennent parce qu'ils accompagnent leurs enfants, parce que tu as des grands-parents qui accompagnent leurs petits-enfants, et ça crée une sorte de grande fête familiale un peu à Disneyland, qui me plaît bien. Voilà. Moi, je fais ce métier pour ça, parce que je parle pas de religion, je parle pas de politique dans mes spectacles, de la même manière que je parle pas que des jeunes ou que des vieux, parce que je trouve que c'est cool que tout le monde puisse venir dans une salle, tu vois ce que je veux dire, peu importe tes origines, peu importe ton âge, peu importe ta génération, tu t'assois dans une salle et tout le monde rigole tous ensemble, sans jamais qu'il y ait de confrontation ou qu'il y ait de regard de bon bah je t'ai amené parce que ça te fait plaisir, mais moi je serais pas venu tout seul ou toute seule. Voilà, c'est ça le but de mes shows. Donc forcément j'essaye de toujours plaire évidemment au plus grand nombre sans le faire exprès. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bah, merci à toi. Allez, je vous avais dit, il faut que ça parte, hein. Faut pas qu'il y ait de temps mort, parce qu'après vous allez avoir plein de regrets. Ah bah oui. Ah. Allez, à côté. Est-ce que malgré ton... Elle était partie à propos. Après c'est pas de suite après. Est-ce que malgré ton emploi du temps chargé, est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi? Qu'est-ce que tu appelles du temps pour moi? C'est-à-dire passer du bon temps, faire des choses que, comme tu travailles beaucoup, tout ça, est-ce que ça ira vraiment pour toi? Prendre du temps? Pas vraiment, mais j'en ai pas besoin de temps pour moi en fait. Ça, franchement, Ça, c'est ta passion. moi c'est ma passion, j'aime ce que je fais, j'adore ce que je fais et j'ai besoin de faire ça. Pour te donner une idée, j'ai arrêté de faire mon premier spectacle il y a à peu près un an et demi. J'ai terminé, c'était super et tout, c'était en juillet. Je suis parti fin août aux États-Unis et je m'étais promis, je ne monterais pas sur scène pendant 6 mois. Tu sais, pour arrêter, pour faire un break, ouais, je venais de faire presque 500 spectacles en 2 ans, un truc de fou quoi. Donc, je m'étais promis que je ferais plus de scène et au bout de 2 semaines et demie, j'en pouvais plus quoi. J'ai pris un train, j'ai été au Québec et je suis monté sur scène au Québec avec des cums qui comprenaient à peine ce que je disais, je m'en foutais. J'étais content, j'étais là, hey bonjour à tous, alors regardez, juste histoire d'être sur scène quoi. Il y avait très peu de monde devant moi et tout, donc la scène c'est vraiment une drogue je pense. C'est une bonne drogue, mais c'est une vraie drogue, ça te donne une adrénaline assez forte, ça te donne un truc fort avec les gens de rencontre et tout ça, et quand tu commences à vivre ça, c'est dur après de t'en passer pendant longtemps, même si c'est très très fatigant. C'est vraiment quelque chose qui est fatigant, qui est beaucoup plus fatigant que le cinéma ou la télé ou tout ça. Et la scène. Mais moi c'est ce que j'aime et j'ai besoin de ça. Autant le ciné, je peux ne pas en faire pendant quelques semaines, quelques mois. Autant la télé,
je préfère ne pas en faire trop parce que c'est très très fatigant. Autant la scène, voilà, la scène des fois il y a des semaines où on ne fait pas de spectacle et moi je demande à ce qu'on rajoute des spectacles tout ça parce que ça me plaît, parce que c'est mon élément, c'est là que ma vie. D'accord. Allez. Voilà. Moi je voulais savoir, hormis la scène, quelles sont tes passions? Hormis la scène, quelles sont mes passions? Bah la scène déjà. Non, franchement ma passion c'est mon métier, tu vois, c'est comme si, je sais pas c'est quoi ta passion toi? Le foot. Bon, c'est comme si demain, c'est peu probable parce que t'es âgé maintenant, mais c'est comme si demain tu deviens footballeuse professionnelle pour l'Olympique de Marseille. Tu vois ce que je veux dire? Je vais te dire c'est quoi ta passion, tu vas me dire bah, c'est mon métier, ma passion. C'est la même chose. Moi ma passion quand j'étais petit c'était que je rêvais de devenir comédien, acteur, et tout ça. Aujourd'hui c'est mon métier donc voilà. Je suis heureux comme ça. Allez, par ici, une question. Est-ce que tu as d'autres projets cinématographiques? Oui. À part Fiston. Oui, à part Il y a Fiston qui sort le 12 mars qu'il faut aller voir absolument, je compte sur vous tous. Si vous n'allez pas le voir, je suis mort. Et il y a plein d'autres projets qui arrivent. Voilà, il y a un gros film que je tourne cet été. Il y a un autre film que je tourne en janvier prochain. Donc ça c'est pour ce qui est quasiment sûr, c'est-à-dire les films que je veux quasiment de manière sûre faire. Et puis il y a aussi des projets Exoda et tout ça, donc ouais, beaucoup de tournages qui arrivent cette année et en 2015. Voilà. Je peux pas trop en dire, parce que si j'en dis trop, après je me fais engueuler et tout. C'est ça. Vous avez besoin de figurants? Vous avez besoin de figurants? Alors, je vais vous dire la vérité, j'aurais pris tous mes fans avec plaisir pour faire figurant, mais malheureusement on tourne à l'étranger. Et quand on tourne à l'étranger, il faut mettre tous les figurants dans un avion. Et ça coûte 7 millions de dollars. Et donc c'est pas possible de Vous êtes à 7 millions de dollars près, quoi. Allez, pas ici une question, les filles. Pas de question. Alors, c'est pas grave. Donc je remercie d'être venu. C'est mortel d'être venu. Toujours en parlant de Fiston, est-ce qu'il y a des avant-premières prévues dans le sud? Tout à fait. Le film a été tourné dans le sud. Ouais, Bah voilà, on a passé, moi j'ai passé 2 mois et demi merveilleux ici. J'ai passé d'abord 2 semaines un peu cachées quoi ici, et après 2 mois pas cachés du tout, où il y avait tout le monde qui venait, c'était le bordel, c'était super. Moi je suis très fier de ce film, je trouve que c'est un très beau film, un très joli film, qui n'est pas juste une comédie, mais qui est plein de... C'est un film qui est plein de sentiments, qui parle de choses qui sont vraies aujourd'hui, qui parle de sentiments, mais aussi du fait qu'il y a plein de jeunes qui parfois se mettent une barrière. Enfin voilà, moi c'est un film qui me touche pour plein de raisons, beaucoup pour des raisons personnelles. Et je trouve que c'est important qu'il se fasse dans le sud, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un endroit où je trouve que les comédies romantiques prennent bien place. Il fait beau, il y a une atmosphère qui est agréable. T'as envie de tomber amoureux, tu vois, quand t'es au bord de la mer. C'est comme ça, c'est sympa. Et donc oui, il va y avoir des avant-premières dans le sud. Je crois que c'est prévu. Vous avez des informations, monsieur Liam? Il y a une journée où on viendra avec Franck à Aix-en-Provence et à Marseille dans la même soirée. Donc il y aura Aix, une grosse avant-première à Aix. On fait un gros truc là-bas parce que comme c'est là-bas qu'on a tourné le film et tout, il y a des sortes un peu... Il y a un truc un peu... Le 17 février. Exactement, c'est ça. C'est le 10 ça là. Le 17 février, il y a une grosse avant-première à Aix. C'est là qu'on fait un truc un peu événementiel avec tous les acteurs du film et tout ça. Et le soir, je crois, ou l'après-midi même, il y a à Marseille. Aix-Marseille le 17 et le 18, ce sera Salon de Provence, Istres. Ok. Bon, vous Le avez 18, noté c'est quoi? Salon Istres. Et chez moi, Aix-Marseille, le 18, Salon Istres. Allez, une petite question. Et chez moi, tu viens pas. On vient pas. Alors malheureusement, on vient pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai demandé, moi je suis un relou, sache-le. Je demande à aller partout. Les gens qui travaillent pour moi, souvent ils me disent mais pourquoi tu n'es pas trop reposé, t'as rien à faire, reste rien à faire. Et moi je leur dis mais pourquoi on va pas là ou là ou là. Et en fait la Corse c'est super compliqué de venir faire une avant-première. Vous savez, ouais, bah, je m'en doute, il n'y a personne qui vient. Non, à part toi. C'est un scandale. On a réussi pour vous. Non mais moi je suis venu faire un spectacle et déjà les spectacles c'est une galère pour venir. Vous savez que nous on est venu faire un spectacle en Corse pour que vous le sachiez parce que vous étiez là au spectacle. Moi je faisais un spectacle 2 jours après à côté de Paris.
on a failli pas avoir les décors pour le spectacle. Parce que le bateau il est reparti, qu'il y a eu des galères monumentales quand on est venu. Nous on n'a pas pu repartir, il y a eu une tempête de ouf et tout ça. Le bateau il était kéblo, après il a été bloqué à Marseille, tout ça. Le problème c'est que les producteurs de cinéma ils prennent pas le risque de. Et là, quel est le menu aujourd'hui? Les producteurs de cinéma ils prennent pas le risque d'envoyer des équipes qui peuvent potentiellement rester bloquées. Il y a une tempête, il y a une galère, il y a un bateau, il y a n'importe quoi. Si l'équipe elle reste bloquée, eh ben, c'est tout le reste de la promo du film qui est foutu. Du coup, ils prennent pas le risque malheureusement. Je suis désolé. Mais le film sortira en Corse. C'est déjà cool. Heureusement pour Bon, vous. réjouissez-vous, vous aurez le film. C'est ça. Alors, une question. Bérangère, tu voulais poser une question personnelle. Est-ce que j'ai une petite copine? Écoute, non, j'ai pas de petite copine, mais je veux pas m'en plaindre. Je suis très content comme ça. Très bien. Hein? Bah bien sûr. Enfin, je sais pas où tu vas en venir, mais. Non, mais moi je vais te dire la vérité. Je trouve que déjà toutes les filles sont formidables. Ce serait difficile de choisir une seule déjà. Et ensuite, je pense que j'ai une vie où il n'y a pas la place pour ça. J'ai une vie où déjà je vois qu'il y a des amis à moi qui se sentent pas bien quand je suis pas là pendant longtemps ou quand je prends trop de place. Tu sais, c'est pas facile d'avoir un ami à toi qui, je peux le comprendre moi, qui est connu ou quoi, quand on va dans des endroits où il y a plein de gens à Paris, t'es avec plein de potes à toi et les gens ils te regardent que toi. Tu sais, quand t'es à côté de moi, c'est pas facile. Tu sais, t'es dans un truc un peu de, on existe aussi quoi. Il y a pas de. Et je pense que pour une fille, c'est très difficile à vivre. Et moi, je me sentirais mal à l'aise de faire vivre ça à une fille. C'est-à-dire que même si je tombe sur une fille qui me dit, bah moi non, ça me va, je suis cool et tout, moi je vais être mal à l'aise, tu vois, je vais être dans un truc de... Je peux pas bien faire mon métier si je suis pas concentré sur ce que je fais. De la même manière que souvent j'emmène mes petits frères avec moi dans les spectacles, tu vois. Et souvent ils veulent venir avec moi partout. Genre dans les trucs comme ça, en interview. Et je leur explique de la même manière que c'est pas possible parce que j'ai besoin d'être concentré sur ce que je fais. Et que si je dois faire attention à ma petite copine qui est derrière ou à mon petit frère qui est à gauche, je ne veux pas pouvoir être concentré sur mon travail. Donc voilà, pour l'instant c'est pas le cas. Écoute, peut-être dans les années à venir. Tu postules? Non, elle postule pas par voilà. Tu postules, elle a fait. Allez, une autre question. Ouais, vas-y toi. Vas-y, Fabien. Qu'est-ce que tu penses de Du tapage autour de Dieudonné, est-ce qu'on a le droit d'interdire à un humoriste? Est-ce que Dieudonné est toujours un humoriste? Bon, c'est une question. Moi je vais te dire immense, honnêtement hein. mon pote, avec grande honnêteté, et honnêtement sans fuir la question, c'est pas vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. C'est des sujets qui font couler beaucoup d'encre en ce moment. Et surtout, comme je l'ai dit il y a quelques questions, c'est des sujets mal. Et c'est ça le truc qui me fait le plus mal. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Tout ça, c'est un problème. Moi, ce qui me fait vraiment mal, c'est que justement, ça divise les gens. Ça ne fait que diviser. Tu vois des articles, il y a des gens qui disent « Ouais, je suis d'accord », et d'autres qui s'insultent dans des commentaires d'articles. Putain, on parle d'un spectacle d'humour à la base. Et si vous voulez qu'on défende un spectacle d'humour, moi, je suis pour. Mais dans ce cas-là, qu'on le défende aussi sur les réseaux sociaux et en public, et qu'on accepte qu'on discute tous ensemble, qu'il y en ait qui puissent dire on est pour, qu'il y en ait qui puissent dire on est contre, et que ces gens-là puissent discuter. C'est absolument pas le cas aujourd'hui. Moi, ce qui me révolte un petit peu dans cette affaire, c'est que ça ne fait que faire diviser les gens. Tu parles de cette affaire aux gens, il y en a forcément un qui va te dire ah, et l'autre qui va te dire ah ouais. Voilà, moi je trouve que l'humour c'est pas fait pour ça. Moi je trouve que l'humour c'est une grande fête. Depuis des années en France, on a cette culture des humoristes qui viennent sur scène et qui font la fête avec leur public. Malheureusement, la fête est un peu en train de tourner au vinaigre avec cette affaire et c'est dommage. Mais est-ce que ça pose pas, plus largement que la question de Florian, est-ce que ça pose pas quelque part les limites de l'humour? Est-ce que vous, quand vous écrivez, quand vous êtes sur scène, est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête? Moi, pour être très honnête avec vous, jamais je me suis donné des limites. Jamais je me suis dit « Ah non, écris pas sur ça ». J'ai toujours écrit sur ce que j'avais envie d'écrire. Sauf que contrairement à d'autres, on parle de Dieudonné, mais on peut parler d'autres humoristes comme Stéphane Guillon ou des gens comme ça, ou Gaspard Proust, qui le font très très bien, je tiens à le dire, qui savent très bien décrypter l'actualité politique, qui savent très bien décrypter les hommes politiques, qui savent bien récupérer leurs tics et bien les faire leur, j'ai envie de dire, leur caricature. Moi, c'est pas du tout l'exercice que j'aime faire. Déjà, parler de quelqu'un,
quand on monte sur scène et qu'on parle de quelqu'un, pour en parler en bien ou en mal, je trouve que ça m'amuse pas parce que je me dis toujours, dans 10-15 ans, tes enfants ils vont voir tes spectacles, ils vont te dire c'est qui ce mec dont tu parles, papa? Et je vais leur dire bah c'était un mec, à l'époque il était connu, maintenant bon bah il est plus là du tout. Mais donc moi j'essaye d'éviter de parler de gens qui existent dans notre époque parce que j'aime bien que mes choses soient intemporelles, qu'on puisse les remater dans 20 ans et se dire bah il parle de trucs qui existaient déjà il y a 20 ans et qui existent encore aujourd'hui. Et encore une fois, moi je ne crois pas qu'il y ait de l'humour, qu'il y ait de limite dans l'humour, pour être très honnête avec vous, je pense qu'on peut rire de tout, surtout dans un pays comme le nôtre, mais qu'il y a un problème, il y a un grain de sable, quand d'un coup, c'est plus on rit de tout, c'est les politiques s'en mêlent, c'est des manifs dans la rue, là pour moi, on n'est plus dans l'humour. On sort de l'humour. On n'est plus dans l'humour, on est dans un truc un peu politique et un peu malsain, qui me fout un peu une boule au ventre, parce que ça reste mon métier malheureusement. Enfin malheureusement pour cette affaire. Pour cette affaire-là. Allez. Alors, allez, bon, tu commences et juste après. Préfères-tu jouer dans un film, dans une série, dans un film ou dans un one show? Alors je préfère être sur scène, pour être très honnête, j'aime faire des spectacles, j'aime être sur scène, c'est ça qui m'éclate, mais je pourrais pas faire que de la scène. Si je faisais que de la scène tout le temps, je pense que je deviendrais dingue. Parce que c'est très difficile, c'est très dur. Je ne sais pas si tu entends ma voix, tu vois, j'ai plus de voix depuis 2 semaines, j'en peux plus. C'est très physique et très éreintant la scène. Le cinéma et la télé, j'ai besoin de ça pour donner autre chose, pour essayer de travailler différemment mon jeu de comédien, mais aussi la manière dont j'aime partager mes émotions et tout ça. La scène, c'est quelque chose qui est très physique, tu vois, tu donnes tout. Ça va bien, papa, ça va bien, papa. Tu vois, t'es dans un truc de... c'est un truc fort, quoi. La télé, t'es plus dans le cocon à toi, il y a 14 personnes qui sont autour de toi, ils viennent te chouchouter, te maquiller, ça fait ta action, et toi tu fais c'est plus facile, j'ai envie de dire. Et j'ai besoin des deux, moi, pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise dans mon équilibre et dans ma vie. Comment vous vous préparez physiquement justement pour la scène? C'est particulier? Vous avez des méthodes particulières? Ouais, il y a une préparation physique à avoir de base. Une hygiène alimentaire? Bien sûr, je veux dire, il faut être un minimum. Non, mais c'est sûr que c'est un métier qui est très physique. Et c'est un métier qui est aussi très dur. Il y a plein de gens souvent à la fin des spectacles, quand je fais des dédicaces, qui me disent « Mais j'ai fait 2 heures de route, moi, pour venir. T'as pas honte de pas me faire une dédicace ?» Et les gens, souvent, ils oublient que moi, j'ai fait 6 heures de route pour venir. Mais c'est vrai, souvent, ils oublient que moi, j'ai fait 6 heures de route, j'ai fait 2 heures de spectacle, je suis fatigué, j'ai plus de voix, je suis mal au bras, et je sors et je vais faire des dédicaces, et ils me disent « Moi, j'ai fait 1h30 de route, ok? Alors, t'es sympa, tu me fais une dédicace. » C'est un métier, il faut le savoir, qui est très physique, qui est très fatigant. Hier, on a fait 2 heures de route pour rentrer à Marseille, j'ai été me coucher, il était 3 heures du mat après un spectacle qui m'a tué. Tout à l'heure, on part jouer à Gap, on va faire encore 2 heures de route, 2h30 de route. Aller, retour pour rentrer à Marseille, puisqu'on rentre dormir à Marseille. C'est un métier où il y a beaucoup de voyages, où il y a beaucoup de spectacles, donc c'est très fatigant. Et en même temps, quand tu as quelqu'un devant toi qui te dit « Je t'attends depuis 1h30, alors t'es sympa, tu me fais une dédicace », tu peux pas lui dire « ouais, bah moi aussi, j'ai fait. » Tu le tais et tu le fais parce que cette personne elle est venue pour toi et que c'est important et que c'est cool. Voilà. Donc, il y a plein de gamins moi, qui me disent souvent comment on fait pour devenir humoriste, comment est-ce que je peux faire, etc. Ah, ça c'est une question qui était dans les tuyaux. Hein. Et bah, il faut franchement en avoir envie grave. Parce que si c'est juste une petite envie, et bah, ça va passer bien vite avec tous les trucs durs à passer, quoi. Il faut passer par... D'abord, tu joues devant personne. Après, tu joues devant un petit peu de monde. Après, tu te dis, les gens, ils m'aimeront jamais. Puis d'un coup, les gens, ils t'aiment. Puis le lendemain, tout le monde te déteste. Tu vois, sur des forums, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des blagues. Ouais, qu'on le brûle. Quoi? Pourquoi qu'on le brûle? J'ai rien fait. Tu repars le lendemain, tu te dis, c'est bon, ça marche pour moi. Et puis tu arrives dans des salles et on te dit, bah non, finalement, c'est pas très complet, etc. C'est un métier où finalement, tu as l'impression que tout va rouler. Et il y a plein de galères tout le temps, non-stop. Mais je pense que quand on aime ce métier, on aime ces galères aussi là. Parce que ça fait partie des étapes à passer pour s'épanouir, pour se sentir bien et pour vivre des soirées comme hier soir. Moi, hier soir, j'ai vécu une soirée magnifique. J'ai eu la chance de jouer dans une salle qui est quand même mythique sur la Côte d'Azur. Une salle où moi, je sais que mes idoles ont joué plusieurs fois et tout ça. Donc, c'était assez fort pour moi de jouer là-bas. Et il a fallu passer plein d'étapes pour pouvoir jouer là-bas. C'est pas du jour au lendemain, t'arrives, tu passes à la télé. Les gens ils disent, putain, il est marrant, il a une bonne tronche, il passe à la télé. Allez, venez, on va le voir. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Allez, pour
pour toi, c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être célèbre? Les avantages, c'est les filles, hein, c'est pour ça. Et, non, honnêtement, il y a beaucoup d'avantages. Ça me fait toujours un petit peu rire quand j'entends des gens dans des interviews dire « c'est pas facile d'être célèbre ». Si, c'est facile, c'est très facile. Une fois que tu es célèbre, très facile. Tu arrives en boîte, tu rentres fastoche, tu arrives au resto, ils te débloquent une table, tout ça c'est très facile. Là où c'est plus compliqué, c'est que tu peux pas après, une fois que tu acceptes la célébrité, tu peux pas après venir te plaindre de dire on me dérange tout le temps, je fais tout le temps des dédicaces, ça me saoule, on me demande tout le temps des photos. Dans ce cas-là, il ne fallait pas choisir ce métier. Comment je peux te prendre un meilleur exemple? C'est comme si demain tu décides d'être dentiste et que tu rentres chez toi et que tu dis à ta femme ou à ton mari, j'en ai marre, je touche des dents toute la journée, les gens ils puent de la gueule, ça me saoule. Qu'est-ce qu'on va te répondre? On va te dire, c'est ce que tu as voulu, tu as voulu être dentiste, c'était ton rêve, tu es dentiste aujourd'hui, tu ne vas pas te plaindre de 2 dents pourries et d'un mec qui a une mauvaise haleine. C'est la même chose avec ce métier. Parfois, les gens ils ne se rendent pas compte, c'est pas méchant, ils n'ont même pas envie de te déranger, mais ils te dérangent sans faire exprès. Hier, je racontais, moi, quand j'écrivais mes premiers sketchs, mes premiers épisodes de cela, j'aimais bien me poser dans des cafés. J'aimais bien aller dans des cafés et puis écrire mes trucs. Puis au début, j'écrivais tranquille, tout le monde s'en foutait, personne ne me connaissait. Puis au fur et à mesure, les gens ils venaient me demander des photos, des dédicaces dans les cafés. Au bout d'un moment, je ne pouvais plus écrire mes trucs. Donc j'ai commencé à les écrire chez moi, tu vois. Et je te prends cet exemple parce qu'il y a un pote qui m'a dit, c'est pas relou, franchement, ça, les gens qui viennent te saouler. Et je lui ai dit ça. Je lui ai dit, est-ce que si t'es dentiste, c'est relou? Et il m'a dit, t'as raison, je trouve que c'est important de... Voilà, c'est quand même le public qui te donne la chance de faire ce métier, et tu dois les respecter, et tu dois les respecter à n'importe quelle heure, même s'il y a des heures parfois que toi t'arranges pas vraiment. Voilà. Ici. Combien de temps tu mets pour écrire des sketchs? Beaucoup. Beaucoup de temps. Tu sais, c'est un spectacle, c'est très... ça prend beaucoup de temps à écrire. Le spectacle que je joue en ce moment, j'ai commencé à l'écrire sur mon spectacle d'avant. Je commençais déjà à tester des trucs sur mon spectacle d'avant. Donc ça fait peut-être 2 ans que je travaille dessus. Peut-être 2 ans et demi même maintenant. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est pas, on n'écrit pas un spectacle d'humour ou des blagues comme on écrit une chanson. Tu écris une belle chanson, tu l'as coécrit avec Jean-Jacques Goldman ou Laurent Voulzy, tu vois. Tu fais ta chanson, et puis si tu la trouves bien, tu vas la retoucher, tu vas faire une version 2, une version 3. Et puis si ça passe bien, tu vas l'enregistrer, et puis ça y est, ta chanson, elle est dans les bacs. Après ça marche pas. Un sketch, c'est très différent. Hein. Tu vas monter sur scène, tu vas tester ton truc. Déjà, d'entrée, il y a 2 solutions. Soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Si ça n'arrive pas, ça disparaît tout de suite. Et ça prend du temps à écrire. Tu vois, tu as pris du temps à écrire tout un truc. Tout. Si tu arrives sur scène, ça n'arrive pas, ça dégage direct. Et si ça arrive, le problème des vannes, c'est que souvent je dis ça et ça fait rire un peu les gens qui travaillent avec moi. Je dis, il y a des vannes qui ont des dates d'expiration. C'est vrai, il y a des vannes, tu l'as fait à un moment donné, sur scène, il y a un truc super qui se passe, ça marche super bien, et puis tu l'as fait la même vanne, la même intonation, la même chose, 2 mois et demi après, plus personne ne se marre. Pourquoi? Ne me demande pas. C'est comme ça, c'est l'humour, il y a des mystères dans ce métier qui sont importants aussi à connaître et à gérer. Et quand ça n'arrive plus, bah soit tu t'obsèdes et tu te dis mais ça marchait il y a quelques mois, ça marchait, ça va remarcher. Soit tu en as déjà préparé 10 derrière, où tu t'es dit celle-là, quand elle va sauter, j'ai déjà celle-là pour la remplacer. Et paf, tu switches. Moi je suis plus du genre à préparer 10 derrière. D'accord. Voilà. Numa. Pourquoi le nom Voilà Voilà? Et pourquoi tant? Je vais te dire mon pote, j'avais envie d'écrire un spectacle qui voulait dire je veux plus vous jouer l'ado, mais je vais vous jouer moi, je vais vous jouer qui je suis moi. Et j'avais envie de l'appeler moi au début, après je me suis dit c'est moche. Et je trouve que voilà, il y a un truc qui dit voilà qui je suis, quoi, voilà qui se cache derrière le gars. Et c'est ça qui me plaît, j'aime cette idée de... Tu sais, voilà, c'est souvent une expression que tu dis quand tu as fini de dire une phrase un petit peu gênante sur toi que tu voulais peut-être pas vraiment avouer. Tu vois, du genre, ouais, mais c'est bon, moi je suis déjà sorti avec Karine et tout. Et il y a un petit silence et tu fais... Tu vois, je veux passer à autre chose. C'est ça qui me plaisait aussi, c'était ce côté, je vais vous dire des choses et parfois même peut-être un peu plus que ce que je devrais dire. Florian. À quel humoriste t'as donné envie de faire
plein d'humoristes m'ont donné envie de faire ce métier. Gad, évidemment, Gad Elmaleh m'a beaucoup inspiré et m'a donné envie de faire ce métier parce que quand j'étais petit, ce mec, il m'a prouvé qu'on pouvait réussir dans ce métier, mais qu'on pouvait réussir dans ce métier en grand, c'est-à-dire à l'américaine, si tu préfères. Pas comme on pouvait réussir à une certaine époque, comme Coluche, par exemple, qui était déjà une énorme réussite, mais qui était resté dans un théâtre, au théâtre du Gymnase à Paris pendant 2 ans, 3 ans. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas faire, moi, par exemple. C'est quelque chose qui m'angoisserait de rester dans le même théâtre pendant des années. Il a créé, je trouve, ce truc de... On vient et on fait de l'entertainment, on fait du gros spectacle pour beaucoup de gens, et c'est super, et ça fonctionne. Donc moi, j'ai été fan de ça quand j'étais petit, ça m'a motivé pour faire ce métier. Mais quand je te dis c'est pas le seul, c'est qu'il y en a plein d'autres qui m'ont inspiré, des gens comme Dubos, comme Jamel, comme Eli Kakou à l'époque, des gens comme Eli aussi, des gens comme vous connaissez moi, mais genre Michel Courtemanche, des gens qui faisaient un peu plus de mimes, de visuels à l'époque dans les années 80-90. Voilà, beaucoup de gens qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie de faire ce métier et qui m'ont motivé surtout. Quand on fait ce métier, il faut avoir une motivation, il faut te dire putain mais c'est ça mon but, tu vois. Voilà mon pote. J'ai une question. Donc tu as fait une pub pour le Crédit Agricole. Tout à fait. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignes, de marques qui doivent te proposer de faire des pubs, tout ça. Je savais. J'imagine. Comment justement tu les choisis? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que forcément après il y a une association qui se fait entre l'image de la marque et la tienne. Tout à fait. Alors, très bonne question. On me propose plein de choses. Moi j'ai commencé dans ce métier, on me proposait rien. C'est moi qui allais voir les gens et leur disais vous pouvez me proposer des trucs, vous pouvez me proposer des trucs. Et aujourd'hui on me propose plein de choses et quand je dis non, on me dit t'es qu'un connard qui a la grosse tête. Donc c'est un métier qui n'est pas facile pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai la chance d'être très bien entouré depuis le début de ma carrière, entre guillemets. Je suis très bien conseillé par des gens de confiance, des gens qui ne sont pas intéressés, des gens qui s'en foutent de l'argent, qui s'en foutent de la gloire, juste qui ont envie que moi, j'aille le plus loin possible et qu'on construise une carrière saine et surtout qu'ils veuillent dire quelque chose au public. Pas juste une carrière de dire « Ah, il a fait plein de trucs, c'est trop cool ». Que le public puisse regarder la carrière. Et moi, souvent, je dis à mon public sur Facebook ou sur Twitter, et c'est la vérité, je leur dis « On vit cette aventure tous ensemble ». Quand tu dis à ton public « On vit une aventure tous ensemble », tu les inclus dans ton aventure. Donc tu ne peux pas commencer à faire 10 milliards de trucs, la pub pour le saucisson et le machin. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils vont te dire « Nous, on n'est pas dans ton aventure, mon pote. Nous, on n'est pas dans le sauciflard. Toi, tu es dans le sauciflard, tant mieux pour toi, mais nous, on n'est pas. Nous, on sort de l'école, on n'a aucune envie d'aller voir les pubs du sauciflard. » Bref. En ce moment, on me propose plein de choses. Si j'avais dit ah oui à tout, tu m'aurais vu dans des pubs pour du saucisson, pour des nuggets, pour du shampoing, pour du dentifrice, pour du dentifrice, pour Facebook, tu m'aurais vu dans des pubs pour tout ce que tu peux imaginer. On m'a proposé, je pense, tous les produits possibles et à toutes les sommes possibles, les sommes d'argent. Il y a des coms qui pètent des câbles, qui proposent des sommes hallucinantes. Moi, mon père, il m'a dit, on me propose des trucs que j'ai pas gagné moi dans toute une vie pour aller vendre des nuggets, quoi. Et je lui dis, ouais, c'est ça qui est dingue dans ce métier. Sauf que moi, avec mes équipes, encore une fois, c'est pas un choix que j'ai fait tout seul, et je pense que j'ai pas la maturité de le faire tout seul. Avec mes équipes, on a pris la décision de dire, on dit non à ces sommes gigantesques maintenant, pour pérenniser une carrière, pour faire en sorte que cette carrière dure plus longtemps que si tu vas faire les nuggets, machin, et que tu as ta tronche sur les boîtes de nuggets dans tous les supermarchés. Est-ce que les gens ils vont continuer à avoir envie de te regarder à la télé dimanche après? Je pense pas. Ou peut-être qu'ils vont avoir envie dans un premier temps et qu'au bout d'un moment ils vont se dire, ils vont plus se dire ah c'est Kev Adams, ils vont se dire ah c'est le mec des nuggets. Et le mec des nuggets, t'as pas envie d'acheter des tickets pour aller le voir en spectacle et ça t'intéresse pas vraiment de connaître sa vie, le mec des nuggets, tu vois. Ça c'est un premier point. Ensuite on fait ça pour tous les projets, pour la publicité, mais aussi pour les films, pour les séries. On me propose plein de choses. J'ai la chance voilà d'être plutôt demandé en ce moment entre guillemets. Et c'est pareil, c'est dur de dire non aux gens. Quand tu as voulu faire du cinéma toute ta vie et qu'il y a plein de gens qui t'envoient des scripts et qui te disent je veux que tu sois dans mon film avec un tel, je veux que tu sois dans mon film avec machin, je veux que tu sois dans le film de lui, et tu dis putain lui je le kiffe depuis que je suis tout petit, tout ça. Et puis tu lis le truc, tu fais lire à tes équipes et puis tout le monde dit bon bah on est tous d'accord, faut pas que tu le fasses. Bah pourquoi? Moi en plus je veux toujours tout faire. Tu vois, je suis un enfant, moi, je suis toujours là en mode bah pourquoi c'est sympa non mais... Et ils sont là pour m'expliquer pourquoi non c'est pas bien. Pourquoi oui, il faut faire ça et pas ça, et ainsi de suite. Après, ils peuvent avoir tort comme tout le monde, mais quand tu prends pas tes décisions tout seul, quand tu n'es pas tout seul face à ces scripts et que tu dis ça c'est quoi? Ouais, c'est combien ça? Ouais, je le fais ça. Ça c'est quoi? Ça c'est combien? Ouais, je le fais ça. Ce qui est sûr,
c'est que moi, comme je prends le temps de prendre les décisions, je suis sûr que jamais une décision sera prise trop vite. Et donc quand un film sort, même s'il ne me plaira pas, je serai prêt à l'assumer. Parce que c'est une décision qu'on aura prise, qu'on aura réfléchi, et que même si les gens me disent alors, vous avez pris le big du siècle, comment ça s'est passé? Je vais leur dire écoutez, moi on m'a proposé 10-15 films à cette période, celui-là était le meilleur pour moi. Je trouve que c'est un film qui m'a apporté beaucoup pour ces raisons, ces raisons, ces raisons. Et je suis fier de l'avoir fait, malgré le fait qu'il n'ait pas rencontré son public. Voilà. Et là d'un coup les gens ils se disent ouais, moi je veux bien faire partie de l'aventure d'un mec qui se plante, mais qui fait des vrais choix. Pas d'un mec qui choisit tout et qui se plante. Alon. À quel âge tu as voulu être humoriste? Je devais avoir 4-5 mois. Écoute Alon, j'ai voulu être humoriste tard. Au début moi je voulais être acteur pour le Cinoche et ça n'a pas trop marché pour moi. Et du coup vers 15 ans, je me suis dit qu'il fallait que je prouve aux gens que je valais quelque chose. Et donc j'ai décidé de monter sur scène parce que je me suis dit que c'était la meilleure manière de le faire, de prouver aux gens que j'avais du talent, il fallait que je monte sur scène et que je joue des trucs. Donc j'ai commencé à jouer dans des scènes ouvertes à Paris et quand j'avais 15 ans, j'étais à l'école encore. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de te dire qu'à 22 ans, tu vas faire l'Olympia? Tu as fait 27 Bataclan à guichet fermé et tu as fait l'Olympia l'année dernière. Tu sais, je vais te dire une chose qui est importante et qui fait partie de mes préceptes de vie. C'est super de faire plein de choses. J'ai eu la chance de jouer à l'Olympia. J'ai eu la chance de jouer dans des salles incroyables. J'ai eu la chance de tourner avec des films avec des acteurs incroyables. Et pourtant, je te le jure avec une grande honnêteté, il n'y a pas un seul moment dans la journée où je me dis « Waouh, t'as vu ce que t'as fait quand même à 22 ans ?» Jamais. Et pas parce que pas parce que je profite pas de ça, j'en profite pleinement. C'est juste que il y a un précepte voilà, moi j'avais un grand-père qui m'a appris beaucoup de choses, qui est parti trop tôt malheureusement, mais qui disait souvent à ses petits-enfants, il faut pas accrocher au mur ce que vous avez fait dans la vie, il faut accrocher au mur vos projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarde toujours devant et regarde pas derrière. Parce que le jour où tu commences à te dire hey, t'as vu le nombre de millions de gens qui m'aiment, t'as vu le nombre de trucs qu'on a fait, on a quand même fait 4 millions d'entrées avec les profs, quand même, on est quand même les plus forts, bah ce jour-là, qu'est-ce que tu perds du temps que tu pourrais utiliser à dire ok, qu'est-ce qu'on fait dans les 6 mois à venir? Ok, on fait ça comme spectacle, on fait ça comme film, ok, est-ce que ça rentre dans le truc? Ok, super. Est-ce qu'on a le temps de rajouter des avant-premières pour le film? Ok, tac, tac. Moi j'aime bien toujours regarder devant, qu'est-ce qu'on fait dans 1 an, qu'est-ce qu'on fait dans 2 ans? C'est ça qui m'intéresse, ce que j'ai fait déjà, bon, bah, on l'a fait quoi, c'est bon. On avance. Voilà. Là, et après on retournera un petit peu là-bas. C'est où là? Ici. Est-ce que tes parents ont été d'accord quand tu as voulu faire Bah, non, ils sont pas été d'accord. J'ai des parents qui sont très ouverts, qui sont très, j'ai envie de dire, classe. Ils m'ont dit direct, ils m'ont dit voilà, t'as envie de faire ce métier, il n'y a pas de souci. Nous, notre devoir de parents, c'est de te dire que toi, tu as envie de faire ce métier et qu'il y a 10 000 autres gamins dehors qui veulent faire ce métier, qui sont plus forts que toi, qui sont plus beaux que toi, qui parlent mieux français que toi, qui sont meilleurs acteurs et qui sortent des cours Florent et qui sont des génies d'acteurs. En gros, ils m'ont expliqué très tôt, tu as envie de faire ce métier, fais-le, il va falloir que tu te battes 10 fois plus que les autres. Et je les remercie aujourd'hui de m'avoir inculqué ça parce que c'est ce que je fais et c'est comme ça que j'ai grandi dans ce métier. Bien sûr que non, au début ils n'étaient pas pour, mais ils n'ont jamais été contre. Ma mère, elle m'a toujours dit, le jour où tu arrêtes les études, c'est le jour où tu peux t'assumer tout seul. Et j'ai arrêté les études le jour où j'ai pu m'assumer tout seul. Le jour où j'ai gagné ma vie sur scène. Donc ça a été tôt, heureusement, mais sinon j'aurais dû continuer les études plus longtemps. Moi, imagine que moi j'avais signé un contrat sur 3 ans avec une grosse boîte de prod. Donc c'est un truc déjà, c'est très dur d'en arriver là. Une fois que tu signes ton contrat, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Tu es sûr que tu vas jouer ton spectacle, etc. Tu vas être payé pour le jouer par une production. Ben, moi j'avais signé mon contrat. Ma mère, elle m'a quand même dit tu vas t'inscrire à la fac. Je lui ai dit mais j'ai signé mon contrat. Elle m'a dit c'est bien, tu vas t'inscrire à la fac quand même. Et j'ai été m'inscrire à la fac et je suis resté quelques semaines à la fac, le temps que mes premiers salaires arrivent et que je puisse m'assumer tout seul et que je lui demande rien et que c'était. Mais elle m'a toujours dit 2 choses. Je veux que tu t'assumes tout seul, que tu gagnes ta vie tout seul. Et je veux pas, si tu fais ce métier, me réveiller le matin pour aller travailler. Elle me disait, et je te vois dans ton lit à dormir à pioncer à rien foutre.
Il m'a dit, moi, mes enfants, ils ne foutent pas de rien de leur vie. Ils se bougent. Et j'ai essayé de lui rendre honneur parce que depuis que j'ai arrêté la fac, je crois qu'il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas travaillé. Tu vois, j'ai fait ce qu'il fallait. Quel aurait été le plan B? Ça aurait été ça. Ça aurait été la même chose. Il n'y a pas de plan B. C'est comme quand on me dit, ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce métier. J'aurais fait ce métier. Il y a Avec pas de- détermination, à toute époque, prenez-en de la graine. Hein. Petite question par là-bas, allez. Est-ce que tu as pris des cours d'acteur pour devenir acteur? J'ai pas pris des cours d'acteur comme on pourrait en prendre professionnellement. Tu sais, il y a des cours professionnels à Paris. C'est-à-dire que c'est des vraies écoles de théâtre. C'est comme à l'école, mais tu fais du théâtre toute la journée. Tu vas le matin à 8h et tu pars à 18h. Quoi. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, j'ai fait ce qu'on appelle du théâtre, mais en extrascolaire. J'étais à l'école et je faisais 2 heures de théâtre par semaine, comme tout le monde peut le faire ici. Tu vois, tu peux t'inscrire dans n'importe quel atelier de théâtre à Marseille, et puis tu fais 2 heures de théâtre par semaine, mais c'est exactement ce que j'ai fait. Et je l'ai fait pendant 13 ans. Quand même beaucoup de temps. Et c'est une formation qui a été importante? J'avais besoin, moi, de ça, ouais. De rencontrer les autres, de savoir partager la scène, de ne pas être trop égoïste. Avant de faire du one-man show, avant de monter tout seul sur scène, je pense qu'il faut d'abord apprendre à monter avec les autres sur scène. Et donc, comme je l'ai fait pendant 13 ans et que pendant 13 ans, on a fait à chaque fin d'année un spectacle avec tous les autres enfants sur scène, ça m'a appris à connaître la scène en groupe. Et puis, quand je l'ai connu tout seul, je me suis rappelé qu'il fallait que je prenne aussi la place de ceux qui étaient avec moi avant. Ouais, ça m'a aidé, bien sûr. Ça a laissé une sorte de mémoire de la scène. C'est ça. C'est ça. Par là-bas, une petite question. Allez. Est-ce qu'il y a des projets pour la suite de Soda? Oui, il y a plein de projets pour la suite de Soda. Ça va être plus long, c'est tout ce que je peux te dire. Ça va être plus long, ça va raconter des histoires un peu plus profondes. C'est plus juste des petites histoires de ça va aller, ça va être plus long. Voilà, il y a des belles histoires. Ça change de format? Ça change de format. Ah, ok. Et surtout, ça change de format et surtout, normalement, nouvelle importante, ça repasse sur M6. C'était plus sur la 9, ça repasse sur la 6. Et ça assure une autre visibilité. Bah, en fait, au début, on était sur la 6, puis on nous a dit vous marchez pas assez bien, il faut aller sur la 9. Et maintenant, on nous dit vous marchez trop sur la 9, il faut aller sur la 6. On leur a dit d'accord. Les aléas directs. C'est ça. Allez. T'aimerais jouer aux États-Unis comme au Madison Square Garden? J'aimerais bien jouer aux États-Unis, bien sûr, mais le jour où je vais jouer aux États-Unis, j'aimerais jouer en anglais pour les Américains. Et c'est un vrai défi, c'est-à-dire que c'est autre chose, c'est un tout autre travail, c'est quelque chose qu'il faut tout reprendre à zéro, parce que tu peux te battre et jouer en français aux États-Unis, mais même si tu le fais, c'est bien, tu peux le faire pour ton kiff et tout, mais je trouve que le jour où tu joues aux États-Unis, la classe... Là, d'un coup, il y a la grosse nuit qui vous rattrape. Excusez-moi. Je me suis réveillé direct, je suis venu chez vous. Un thé? Un peu de respect quand même. Le jour où tu joues aux États-Unis, je crois que la classe, c'est de jouer en anglais, de faire une tournée partout et de pouvoir jouer pour un public américain. Moi, j'ai essayé de le faire il y a quelques mois. J'étais aux États-Unis au début de l'année et j'ai essayé de monter sur scène. Et c'est plus dur que je peux te croire quand tu joues dans une langue qui n'est pas la tienne, parce que tu parles à un public qui a une culture qui est différente de la tienne. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, par exemple, ils ont plein de Mexicains. Il y a plein de Mexicains. Nous, en France, on n'a pas de Mexicains. Et eux, là-bas, ils font plein de vannes sur les Mexicains. Ah, j'ai vu un Mexicain, nanana. Et les gens, ils sont morts de rire. Mais toi, tu vois le même truc sur les Mexicains. Tu vas dire, bah ouais, mais t'es allé au Mexique. Ah, non, c'est ici, c'est aux États-Unis que ça se passe. Donc, voilà, moi, je pense que le jour où je fais un spectacle là-bas, c'est le jour où j'irai un peu m'installer là-bas, passer du temps parmi eux, les observer bien, noter des trucs, travailler mon anglais, et après, ouais, je pense que je ferai de la télé. Mais pourquoi pas, je suis pas du tout fermé à ça. Autant les artistes français qui jouent aux États-Unis ne pas jouer, ça touche essentiellement des francophones. Ah, ce n'est que pour les francophones. Donc vous voyez, ça n'a pas le sens vraiment. C'est pour ça que moi, ce que j'explique, c'est que je ne veux pas le faire comme ça. Je veux le faire différemment. Alors, question par là, et après Florian? Non? Allez? D'accord. T'as une question? C'est sur le vendredi toutes les vernis. Parce qu'on t'adore dans Vendredi toutes les vernis. Et avec Andy, tu peux me dire. Avec Andy. Ah oui, super. Oui, mais bon, t'avais une attitude un peu avec lui, tu vois.
sais, tu criais, tu vois, on voulait savoir, est-ce que tu aimais bien l'ambiance quoi, de cette, Tu voulais savoir émission quoi? J'ai une vraie question, mais... C'est moi qui me retrouve. Non, mais elle est très bien votre question. Alors, c'est quoi le Fais pas problème cette avec tête, Andy? fais pas cette tête de maman, tu me fous la honte, c'est bon. Moi j'aime beaucoup ça, cette émission. Je fais pas partie des récurrents, parce qu'il y a des récurrents dans cette émission. Il y en a plein qui reviennent tout le temps. Moi j'en fais pas partie, je la fais dès que j'ai un peu de temps, parce que je trouve très amusante. Et voilà, et là je l'ai fait en plus, parce que c'était la troupe de Spamalot, qui est une super comédie musicale, qui a une comédie musicale incroyable, enfin, pour moi qui est la meilleure comédie musicale depuis longtemps, de cette année, depuis très très longtemps. Allez voir Spamalot, d'ailleurs si ça vient en tournée chez vous, allez voir ça, c'est la meilleure comédie musicale qu'on ait fait. Je pense que ça va passer en tournée, là pour l'instant sur Paris, mais ça va passer en tournée partout, et certainement à Marseille. Et je l'ai fait avec eux parce que c'est des potes, et parce que c'est vraiment, voilà, c'est la meilleure comédie musicale que j'ai vue. Et j'ai vu Robin des Bois au système. Ok, no comment. Ça veut pas dire que c'est naze, hein. Ça veut dire que Spamalot, en toute honnêteté, ça défonce Robin des Bois. C'est pas mal. Moi j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire que c'est une comédie musicale où t'es mort de rire du début à la fin. Moi j'ai jamais vu ça. J'étais comme ça sur mon site. Alors qui a une question? Allez, il faut... Vas-y. Quand tu as rencontré Ludovic et Slimane, et pourquoi tu as eu envie de faire Soda justement avec des règles? Alors, je vais être très honnête avec toi sur cette question. Au tout début, j'ai écrit cette série, j'ai écrit l'idée de cette série en me calquant sur mes potes à moi. Moi j'ai des potes dans la vie, des vrais meilleurs potes, dont un avec qui Camille échange, tu vois. Et avec ces potes-là, on se posait nous pour de vrai sur un banc quand on était jeunes et on passait des soirées à discuter de tout et de rien et ainsi de suite. Ça m'a inspiré, je me suis dit, putain, je suis sûr qu'on n'est pas les seuls jeunes en France à faire ça. Je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui dans leur quartier, ils descendent sur leur banc, sur leur marche, sur leur machin, sur leur balcon, et qui discutent entre eux et tout ça, et puis qui fument des cigarettes en cachette de leurs parents, et puis, tu vois ce que je veux dire, cette ambiance un peu, on est jeune, on découvre la vie, on découvre le monde, et on a le droit d'être tout seul, on a le droit d'être sans les parents, c'est les premières années sans les parents. Et donc j'ai écrit cette idée de série, et au début je voulais que ce soit mes vrais potes qui jouent dedans. Sauf que j'ai vite compris que mes vrais potes c'était pas des acteurs, et qu'il faut être comédien malheureusement pour jouer dans une série, c'est important, parce que sinon t'es vite faux, et il y a vite un truc qui ressemble un peu au truc relou qu'ils font en ce moment. C'est un mélange entre de la télé-réalité et le truc de genre où elle joue dedans, Nabila, là, comment ça s'appelle ça? Hollywood Girl. Tu fais des trucs qui sont terribles comme ça pour la télé, après, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas des acteurs, mais qui jouent aux acteurs. Moi, ce que je pensais, c'est comment on fait pour trouver des gens qui ressemblent à mes potes. Et on m'a dit déjà, vous êtes 4, nous on était 4 dans notre bande. On m'a dit déjà 3 c'est mieux. J'ai dit ok, on fait 3. Et ils ont lancé des castings. Et on en a trouvé 2 super. On a trouvé Ludo, celui que tu connais, qui était super. Et on a trouvé un autre gars qui était super aussi. Et cet autre gars, malheureusement, on a tourné le pilote avec cet autre gars qui jouait Slim. Et cet autre mec, que vous connaissez peut-être, qui est un humoriste qui s'appelle Malik Bentala, il jouait Slimane, et puis il a fait le pilote. Et puis après le pilote, Malik il devait partir pour faire toutes les premières parties de Jamel en tournée. Et donc il a fallu qu'il choisisse entre Soda et les premières parties de Jamel. Et donc il a choisi les premières parties de Jamel. Il a dit moi je préfère aller avec Jamel en tournée, je trouve que c'est plus cool, ça va plus apporter pour ma carrière. Et du coup nous, M6 ils ont vu le pilote, ils ont adoré le pilote, ils ont dit nous on fait la série Soda avec elle, on vous donne l'argent pour le faire, mais par contre c'est quoi cette histoire où il y a un mec qui s'est barré quoi. Et donc nous il a fallu qu'on trouve un Slim en urgence pour commencer le tournage de la saison 1. Donc on a fait des castings dans une salle, on a fait des castings toute la journée. Et il y a plein de gens qui sont rentrés dans la salle toute la journée et qui ont dit bonjour, nanana, et qui ont joué des petites scènes de Slim. Et puis voilà, et puis le dernier de la journée, je ne me demande pas pourquoi, mais c'était le dernier de la journée. C'est celui que tu connais, il est arrivé avec sa tronche. Il a dit bonjour, je viens pour le casting, je devais venir hier, j'étais malade. Et moi je l'ai vu et j'ai dit ce gars il a un truc incroyable, il a un truc particulier. On a fait la scène ensemble
Moi, j'étais mort de rire. Lui, il était mort de rire. Et puis il me connaissait pas. Il y avait plein de gens. Moi, je sortais de On ne demande qu'à en rire à ce moment-là. Donc, il y avait plein de gens qui venaient passer le casting qui me connaissaient. Qui me disaient, ah, Kev, j'adore ce que tu fais et tout ça. Lui, il est arrivé, il m'a dit, t'es qui? Tu vois la carte de mec, et d'un coup, on s'est dit, mais c'est lui qu'il nous faut pour la série, parce que il était déjà perché comme il faut. Vraie histoire. Alors on va passer. Alors, Florian, il voulait poser une question. allez, Florian, et après les dernières questions. Ok, vas-y. Quelle équipe entre l'OM et Paris? Je vais te dire la vérité. Je préfère l'OM parce que je suis à Marseille. Donc si t'es à Paris, t'es pour Paris. Et si j'étais à Paris, je préférais pas. Et si j'étais à Lyon, je préférais. Tu sais pourquoi? Parce que je ne suis pas du tout le foot. Et c'est pas du tout. Moi, j'aime le foot quand c'est la fête. Si tu me dis demain l'OM, il gagne, viens faire la teuf avec nous, je vais venir. Et je vais faire oh, 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 tu vois. Mais j'ai pas d'équipe particulière. Je suis pas pour une équipe particulièrement. Moi, je suis pour. J'aime bien le beau spectacle, j'aime bien le beau foot. Juste pour le jeu. Si tu le dis, je sais même pas. J'ai une grosse équipe. Mais t'as pas le truc de l'OM, toi, là. C'est Real. Ah, c'est Ronaldo, pardon. Autant pour moi. Ah, pareil. Alors, je vous explique. Les questions, là, on va arriver aux dernières, parce qu'après, il faut se garder 10 petites minutes pour faire des photos, pour que ça fasse la une du journal. Parce que, et oui, Kev est demain au silo, vous le savez, mais on reviendra au Dôme bientôt. Donc vous aurez l'occasion de le voir au Dôme aussi si vous n'avez pas pu avoir des places pour le silo. S'il y a des places d'avion, c'est bien. D'ailleurs, si vous voulez venir au Dôme, il faut préciser que c'est bientôt fini également. Donc il faut faire vite. Eh ben voilà, faites vite. Et ensuite... Non, je dis ça parce qu'après on m'engueule. Mais après il m'engueule. Ouais, il n'y a plus de place, c'est vraiment honteux. Non, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, donc voilà, pensez-y, il faut réserver si vous voulez être au Dôme. Et ensuite, il y aura 5 petites minutes pour qu'il vous signe, s'il veut bien, quelques autographes, voilà. Et puis ensuite, il sera venu le temps de se dire au revoir. Et il sera entre les mains expertes d'une journaliste pour faire un petit entretien vidéo rapide. Et, alors on y va, parce qu'il faut... Les dernières questions. Alon, vas-y. Tu comptes faire d'autres séries télévisées que Soda? Écoute, je sais pas du tout mon pote. Pour l'instant, je fais que Soda. Il me reste encore 2 trucs de Soda à faire. Sûr. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs de Soda à faire après ces 2 trucs-là. Je sais pas encore. Mais pourquoi pas? Moi, je suis pas fermé à... Tu vois, je suis pas de règles. Si j'ai envie plus tard, si je me dis pourquoi pas, si je me dis que ça peut être sympa de raconter autre chose, bah ouais, carrément. Une question qui n'a rapport avec ce boss, mais tes baskets, tu les prends où? Je les trouve super. C'est gentil, je m'habille chez un mec qui s'appelle Jean-Baptiste Roturo, qui est un créateur de basket et qui est un créateur de basket français. C'est un mec qui crée des baskets en France, en Bretagne. Et je trouve ça super parce que moi j'adore les baskets. Mais, il y a un site internet? Mais malheureusement, je crois qu'il y a un site internet qui s'appelle Jean-Baptiste Roturo. C'est que pour hommes. Ils ont fait une autre marque pareille. C'est le même créateur qui a fait une marque pour femmes. Elle est plutôt connue la marque. Mais c'est freelance. C'est freelance, c'est bah très cher. oui, c'est top. Et en gros, le gars est devenu un bon pote à moi. Il est super cool. Il crée des baskets sur mesure et tout. Et dans son atelier en Bretagne. Donc je lui commande les baskets que je veux. Il me les envoie. C'est gentil, merci. Bon, donc il faut lui donner les baskets. Dernière question. Est-ce que tu aimerais jouer dans des films qui ne soient pas seulement sur l'humour, mais plutôt dans les dramatiques ou quoi? Ouais, bien sûr. Pas tout de suite. Pour l'instant, j'aime bien faire rire les gens. Je trouve que c'est cool. Et puis je trouve qu'en ce moment, la France, elle a besoin de rire. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand, voilà, quand je pense que quand il arrive, j'espère sincèrement que dans quelques mois, dans quelques années, on n'aura plus forcément besoin de rire. Et puis je vais aussi te remercier toi et donc ton équipe également pour ta disponibilité, ton accessibilité, et c'est sympa, et je te ferai une dédicace en cours pro. J'espère que tu le feras. Et c'est une bonne idée, le coup, tu fais une bonne. Si tu veux, je te ferai une petite vidéo tout à l'heure pour tes élèves. Ah, non, mais moi, sachez que ça me touche aussi. On fait un métier où on travaille pour vous, pour le public, donc c'est cool de rencontrer le public aussi un peu de temps en temps. Je pense que les jours où tu dis non, moi je rencontre pas les gens, j'ai autre chose à faire, bah, forcément ce que tu vas faire sur scène, ça va être un peu déconnecté de la réalité, de la vraie vie, tu vois. Et moi ça me dérange pas, j'ai aucun tabou, tu vois, donc je peux répondre à toutes les questions que vous voulez, donc c'est super d'organiser ça.
Merci à la Provence. Non, mais merci C'est gentil. On a noté qu'il y avait un foisonnement intéressant. Oui, arrêtez de vous la péter quand même. Hein. Non, mais moi, vraiment, je suis très heureuse de vous avoir reçu. Alors, ce que je vous dis quand même, c'est important que vous le sachiez, c'est que là, vous avez un tout petit échantillon des lecteurs qui nous ont contactés. Parce qu'il a fallu trier, on a fait des heureux, on a dû faire des dizaines de malheureux. On a reçu énormément de courriers. Voilà, sachez-le. Donc, ça me touche, ça me fait plaisir. Bah oui, nous aussi ça nous a fait plaisir parce qu'on s'est dit qu'on avait, on était heureux de vous recevoir et on était heureux de rendre voilà, des petites jeunes filles comme ça qui sont toutes contentes depuis qu'on les a appelées avant-hier soir, qui dorment plus, qui sont un peu stressées. Plus que stressées. Alors, si vous voulez bien, on va procéder, il reste peu de temps, donc on va procéder avec méthode. On va faire d'abord la photo pour la une, pour assurer la une. On va la faire là, Olga ? Ouais, on va la faire là.